suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Un jardin de style anglais sur la côte normande. Cas unique en France, il fut conçu par une paysagiste et un architecte anglais renommés. L'harmonie de ce domaine naît de l'équilibre entre architecture, nature sauvage et jardin structuré. Au XIXe siècle, Guillaume Mallet acquiert un vaste terrain vierge dominant la mer. Pour l'aménager, cet amateur passionné fait appel à Gertrude Jekyll, l'une des plus célèbres paysagistes anglaises du début du XXe siècle. Elle réalisera ici son seul jardin en France. Peintre de formation, elle conçoit ses projets selon un calendrier de floraison précis et des choix colorés minutieux. Ainsi, le jardin apparaît comme un véritable tableau fleuri du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Arrière-petit-fils de Guillaume Mallet, Antoine Bouchaillé-Mallet, architecte, est le conservateur du Bois des Moutiers. Nous sommes à Varengis-sur-Mer, juste en face du New Haven. Il y a la Manche qui est entre les deux. Et vous avez cet exemple complètement unique, je dirais en France en tout cas, de cette collaboration inouïe de cet architecte qui s'appelait Edwin Lutyens et de cette paysagiste ô combien connue qui s'appelait Gertrude Jekyll, tous les deux relativement jeune, lui avait 29 ans, on parle de 1898, le tournant du siècle, l'époque où on était juste après l'industrialisation, et Gertrude Jekyll, elle, était un peu plus âgée, elle avait 49 ans, et c'était le tout début de leur collaboration qui est maintenant reconnue mondialement. La plupart des exemples de leur collaboration se trouvent en Angleterre, en Écosse, en Irlande, mais ici c'est le seul exemple. Hugh Johnson, le fameux journaliste anglais, dit que le Bois des Moutiers est un jardin du Sussex en vacances sur les côtes françaises. Alors ce serait trop facile de dire que l'architecte fait le bâtiment, Jekyll fait le jardin, c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus flou, la limite entre ces disciplines. Je pense que c'est un des grands atouts du Bois des Moutiers et de la qualité du lieu, c'est que l'architecte a effectivement réfléchi à l'ensemble, il a à la fois dessiné, agrandi cette maison, puisqu'à l'origine il y avait une maison construite en 1830 qui était là, donc il a rajouté des éléments, il a réfléchi au positionnement de cette maison dans le paysage en rajoutant des murs, donc il a fait un ancrage, mais ces murs ont créé de fait des chambres de verdure. Donc il a commencé déjà à réfléchir au jardin en installant l'emplacement des jardins. Et puis Gertrude Jekyll est intervenue dans les espaces qui étaient préservés pour elle. Les plans de la maison et du jardin sont conçus simultanément pour composer un ensemble cohérent. Depuis 1975, le manoir est classé à l'inventaire des monuments historiques. La cour d'entrée constitue l'axe majeur de la partie structurée du jardin, flanqué à droite par le jardin d'allée et à gauche par le jardin du cadran solaire. Un axe perpendiculaire, sous une pergola, permet de distribuer les autres jardins et d'atteindre la terrasse. Le parc, constitué d'une prairie dégagée puis d'un vaste sous-bois jardiné, descend en pente douce et s'ouvre progressivement vers la mer. Gertrude Jekyll développe le concept des mixed borders, les bordures mélangées. Ces massifs dans lesquels toutes les fleurs se mêlent servent autant à délimiter des espaces dans le jardin qu'à composer des tableaux fleuris. Claire, la mère d'Antoine, les entretient quotidiennement.
Vous n'allez pas y arriver toute seule, là. C'est pas possible. Je suis toujours amateur d'aide. Et là, il y en a un paquet. Les roses rugosas, c'est des roses qui refleurissent tout le temps, mais il faut les éplucher. Là, moi, j'aime bien ce coin-là du jardin. Oui. Parce qu'on a les campanules, là, dans mon dos. Oui. Et je trouve qu'elles évoquent bien le travail du mix border de Gertrude Jekyll. Les mix borders, c'est ces contrastes de plantes, les contrastes de feuillage, les contrastes de texture, de forme, couleur. Très important, Jekyll, elle lit un chimiste. Oui. C'est la loi du contraste simultané qui lui explique comment une couleur contre une couleur fabrique une autre couleur. Eh oui, Voilà. absolument. Et donc là, si on n'avait pas eu ce verre d'eau, là, par exemple, Oui. juste derrière la campanule, on n'aurait pas la même couleur. Et naturellement, de cette campanule. c'est un faire-valoir, Ouais. en fait. Mais, et ces mix borders ont été faits pour la première fois en France. Parce que Au Bois des Moutiers. Au Bois des Moutiers et en France. L'autre point que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des campanules là que vous avez laissé pousser à droite à gauche, mais parce que vous lui laissez beaucoup de liberté à ce jardin. Ah ben absolument, parce qu'on considère que la nature fait le meilleur de travail. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une petite euphorbe qui apparaît, elle est belle. Oui, alors et elle surtout, bouge pas, quoi. attention, Ouais. il faut la garder. Il faut la garder. La nature participe et si elle n'était pas là pour nous aider, je ne sais pas si on arriverait vraiment à facile. faire de la beauté. Ouais. C'est un jardin d'agrément. Ouais. Il fallait choisir des roses qui soient anciennes ou qui ressemblent à des roses anciennes Ouais. et dont les couleurs se répondent sans se heurter, avec des feuillages qui de temps en temps les réveillent ou les mettent en valeur. Alors voilà, elle est belle, hein. Elle s'appelle Cuisse de nymphe. C'est une très vieille rose, vous voyez, elle date de 1797. Ouais. Elle sent très bon. Elle ne remonte pas, mais elle fleurit longtemps. Alors, elle, on oui, veut bien la prendre. Et il y en a Elle une sent un autre peu qui la s'appelle savonnette. Cuisse de nymphe émue. Alors, elle est un peu plus rose. C'est vrai qu'elles sont très bonnes. Et Claire, alors cette rose, elle n'est pas toute seule là. Elle m'a l'air un Non, peu... parce qu'on essaye toujours de planter la plante qui va la mettre en valeur. C'est de la camomille, là. Oui, Ouais. une camomille. Les roses ont besoin d'être accompagnées. C'est comme des grandes dames. Elles ont leur suivante. La paysagiste Gertrude Jekyll et l'architecte Edwin Lutyens travaillent ensemble sur de nombreux projets dans un même esprit Arts and Crafts, un mouvement artistique anglais. Dans le manoir, le salon de musique est emblématique de ce style très apprécié à la fin de la période victorienne. Alors là, ce qui est fascinant, c'est qu'on a deux fenêtres, une qui donne sur le grand parc, qui est grande, qui est large, qui fait rentrer la lumière, et une beaucoup plus resserrée, mais du coup qui s'adapte à l'échelle du plus petit jardin. Complètement. C'est l'idée du Bois des Moutiers. Tout est dans le tout. C'est une conversation entre intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Et l'intérieur est le reflet de l'extérieur. Il y a quand même quelque chose de fascinant. Moi, je ne Oui. peux pas m'empêcher d'aller voir ces poignées parce qu'elles sont vraiment typiques de l'art and craft. Elles sont là, elles sont d'une grande modestie. Et pourtant, c'est un travail d'artisan exceptionnel. Ben, je crois que vous avez utilisé les bons mots, hein, parce que modestie, travail, savoir-faire, modestie des lignes, simplicité des formes, il fallait que ce soit simple. Donc là, j'ai une main avec une paume, un pouce. Voilà, il faut avoir un petit peu d'expérience. C'est vrai que moi, je suis droitier, ça marche, il faudrait aller de l'autre côté pour... Ça marchera peut-être un Ça petit marche peu pas moins bien. forcément. Pour moi, les deux grandes phrases qui reflètent le mouvement Arts and Crafts, c'est « form follow function ». Donc la forme suit la fonction. Et « useful is beautiful ». Ce qui est utile est donc beau. On est donc dans quelque chose qui est le prémisse du design. Mais ce qui est beaucoup plus raffiné, et ça c'est vraiment pour moi la signature du mouvement Arts and Crafts, c'est qu'une fois qu'on a raconté quelque chose avec son savoir-faire, on va pouvoir rentrer dans le concept. Nous sommes dans un salon de musique ici, et vous avez les notes de musique ici, qui sont sur la partout. partition. Voilà, donc ça c'est quand même assez extraordinaire.
Mes grands-parents étaient quand même très spirituels. Ils étaient intégrés à une société humaine qui s'appelait les théosophes. Et ces gens rêvaient d'un monde meilleur, où on ne ferait pas de distinction entre les classes sociales, les couleurs de peau et les religions. Et quand le Bois-les-Moutiers a été créé, mes grands-parents étaient très impliqués dans ces sociétés. Et je pense que l'architecte et la paysagiste l'ont bien compris. Et on va le retrouver dehors, puisque dehors, vous avez une quantité de symbolique qui nous prouve que ce lieu a été réalisé dans ce but précis. Comment ça se matérialise, la théosophie dans le jardin? Dans le jardin, c'est assez criant. En fait, on le voit bien d'ici. Venez, suivez-moi là. Si on se met ici, ouais, on retrouve un certain nombre de chiffres, particulièrement le chiffre 7, qui est matérialisé ici de façon évidente autour de la porte. Avec les rayons de... Voilà, les fameux rayons de tuiles. Le chiffre 7 qui est le chiffre qui vient unir tous les hommes, puisque dans chaque religion, le chiffre 7 est quelque chose d'important. Et ici, nous sommes dans une perspective qui pourrait symboliser une sorte de chemin initiatique qu'on retrouve. Les premiers jardins étaient des lieux qui devaient être une sorte de reflet du paradis sur Terre. C'était un peu le but recherché. Et puis ensuite, quand on lit le Songe de Polyphile, les grands jardins italiens étaient des lieux initiatiques, qui avaient un but. Et on retrouve ce but, justement, c'est ce qui colle avec le mouvement Art and Craft, Form, Follow, Function. Ce jardin est beaucoup plus qu'un lieu de beauté, d'harmonie, je dirais, un décor. C'est avant tout un lieu qui doit permettre de mettre la personne qui s'y promène dans des conditions qui vont lui permettre d'évoluer, de rentrer dans une sorte de calme, de quiétude. Et de donner une direction aussi. Et il y a une direction. Et cette enfilade, elle en est le meilleur exemple. Complètement. Les 12 hectares du parc qui prolongent la maison furent entièrement plantés par Guillaume Mallet. La nature acide du sol, exceptionnelle en pays de Caux, a permis l'introduction de nombreuses espèces rares, en contraste avec la végétation locale. Rhododendrons de l'Himalaya, azalées de Chine ou érables du Japon ont nourri l'imaginaire d'Alice Mallet lorsqu'elle était enfant. Bon, Alice, qu'est-ce que c'est que ce cercle, là, ce cercle d'if autour de nous? On n'est pas au Bois-des-Moutiers, là? On est entre les Celtes, les Romains, et je suis sûre que le nombre d'ifs était important. Les cercles d'ifs, ça a des références historiques, mais je pense qu'ici, ça a été réadapté et réinterprété. C'est un terrain de jeu? Vous vous y amusiez ici? C'est un terrain de jeu quand il neige et qu'on part d'ici, c'est un point de départ, et on file jusqu'au fond du parc. Et c'est la meilleure piste de luge que j'ai jamais vue. La rampe de lancement. Voilà. Et là, vous deviez aller vite. Hein. Et on va très vite, et il y a une bosse où on peut sauter. Je suis pas sûr que la fin se terminait toujours très bien, non? Enfoncé dans un arbre. On va aller faire un petit tour? D'accord. Ouais. Alors là, j'adore parce que les érables japonais, ils ont été plantés comme si on était au beau milieu de la forêt. Ils ont l'air d'être complètement spontanés. Ça, c'est la manière dont le parc a été planté en voulant recréer la nature, donc en plantant en masse, pour avoir cette impression de forêt, comme donc dans la nature. Donc on les plantait les uns à côté des autres, on venait peut-être les sélectionner, parmi ceux qui avaient résisté, ceux qui n'avaient pas résisté, et finalement on arrivait à fabriquer une sorte de décor incroyable, complètement spontané, alors que c'était pas franchement des plantes spontanées ni des plantes locales. Les plantes viennent surtout de la Chine et du Japon. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles s'adaptent au climat d'ici, puisqu'elles poussent parfois là-bas dans la montagne. Ouais. Ici, on est dans un climat assez frais et assez humide. C'est la vallée, donc voilà, et donc ça fait aussi une espèce de profusion comme ça, de par les plantes qui changent de climat et prennent une autre forme. Ça, c'est typique du 19e. On va chercher des plantes en Asie et dans le nouveau continent. Ça passe par les pépinières qui les acclimatent et puis après on les revend. C'était très colonial, c'était l'idée d'aller chercher chez les autres ce qui est le plus beau pour le ramener chez soi. Mais alors j'ai des amis botanistes qui racontent qu'eux pensent que la création de cet exotisme, c'est de retrouver ce qu'on avait avant la glaciation.
où ces plantes étaient ici. Donc en fait, on veut recréer un paradis perdu d'avant La grande période glaciaire. Voilà, ce qui est intéressant. Ah oui, c'est pas mal. Ok. Ah, c'est des Gunnera immenses là, ils font 3 mètres de haut. Alors ça c'est vraiment les plantes préhistoriques par excellence, avec ces petits picots là-bas dessous là. Ça gratte vraiment quand on les touche. Quand on était enfant, on s'en servait comme mes parapluies, on se mettait en dessous et puis il y avait le bruit des gouttes qui tombent. Elles devaient te paraître 2 fois plus grandes quand tu étais enfant. Elles étaient géantes. Alice au pays des merveilles. Oui c'est ça, c'est Alice au pays des merveilles, complètement. Alors ça c'est des plantes généralement qu'on installe à côté d'une source d'eau, parce qu'elle a vraiment besoin d'avoir les pieds dans l'eau. Et alors c'est une plante qui grandit presque d'un coup. Je crois qu'en 2 mois elle atteint cette taille-là. Et je pense même qu'elle peut être encore plus grande. Ça devient vraiment spectaculaire. Et généralement, on ne les touche pas. Quand on va les visiter dans les parcs, quand on les voit dans les grands parcs, c'est l'endroit qu'on ne peut pas toucher, quoi. Moi, je suis content de les caresser. Et voilà la clairière des iris. Et là, on change complètement d'ambiance. La vallée des iris. La vallée des iris, avec de la lumière. Iris japonais, encore une fois. Et c'est vrai que dans ce parc, le but, c'est à chaque fois de passer d'une scène à l'autre, en fait. Comme dans un théâtre où on est tout le temps surpris par quelque chose. Puis on oublie ce qu'il y a eu avant, ce qu'il va y avoir après. Et c'est un cheminement comme ça dans un décor. L'une des espèces remarquables du bois des Moutiers est l'hydrangea originaire d'Asie, dont la variété la plus connue est l'hortensia. À côté du domaine dont il s'est occupé pendant plus de 20 ans, Robert Mallet, le père d'Alice, a créé Shamrock, son propre jardin. Il y cultive une des plus grandes collections d'hydrangea d'Europe. Alors Robert, vous êtes en train d'enlever les inflorescences qui ont un petit peu séché, là, c'est ça? Ben, il y a eu un coup de chaud, et puis en général, au cours de l'été, on enlève toujours des fleurs qui sont un peu brûlées. Pourquoi? On ne veut pas que les visiteurs voient des choses fanées. Et puis ça déclenche des remontées de floraison. Oui, il y a plein de boutons, tout ça, ça fleurit, ça n'arrête pas de fleurir. Mais c'est-à-dire que chaque fois que vous en coupez une, vous avez l'assurance que il y en a derrière... une ou deux, alors on voit d'ailleurs les fleurs qui commencent, là, ça va... Ah oui, ça c'est les fleurs qui démarrent parce que vous avez probablement déjà un peu taillé la fleur auparavant. Et alors ce jardin, il a un rapport très très étroit avec le bois des Moutiers. Alors le jardin, oui, certainement, du fait que c'est vrai que j'ai beaucoup appris au parc des Moutiers. Tout ce que je sais, en fait, je l'ai appris au parc des Moutiers pendant 20 ans où j'ai travaillé. Et on a créé ce parc maintenant avec mon épouse et on en a fait quelque chose qui est dans l'esprit des Moutiers pour faire découvrir la beauté des plantes. Et ça, on a besoin de ça à notre époque. On a vraiment besoin d'une extrême beauté. C'est-à-dire là, les gens se déplacent pour venir voir, comme ils vont au Taj Mahal, etc. Parce que c'est l'extrême beauté qui ouvre les yeux. Ça, c'est une immersion de couleurs, là. On ne peut pas être dedans. plus immergé, là. Et on associe aussi avec des buddléas, on associe avec d'autres couleurs pour créer des scènes qui sont vraiment belles, comme on fait un bouquet dans sa maison. C'est extraordinaire, tout ce matériel qui nous est donné. Je sais pas à quoi c'est lié, mais les couleurs, elles sont toujours plus que pastel pour moi, je comprends. Bah surtout, et Dieu merci, il n'y a pas de jaune et d'orange. C'est ça. Pourquoi vous les aimez pas, celles-là? Bah non, mais ça n'irait pas avec du rose pâle comme ça. T'as une merveille, cette fleur Obella, une fleur rose pâle idéale. Tu ne peux pas mettre un orange à côté, ça va pas du tout. C'est une couleur porcelaine, quasiment. Il y a de la porcelaine, il y a du ciel, il y a tout ce que vous voulez. Ce qui distingue l'hydrangea des autres plantes, c'est quand même la manière dont les fleurs ici sont disposées. Alors, beaucoup de gens pensent que les fleurs qui sont au milieu ne sont pas des fleurs ou qu'elles ne vont pas s'ouvrir. Mais si, elles sont ouvertes, là, ici.
Et vous voyez, il y a les étamines, il y a le pistil, il y a tout ce qu'il faut pour faire une graine. Alors il faut que les insectes viennent là jusque-là, et ça c'est pour attirer les insectes. Alors, et quand l'insecte a fait son travail, eh ben, le petit drapeau là se retourne, maintenant tu vas à la fleur suivante. Ça, c'est la petite fleur pour piéger l'abeille. Tout à fait, pour les faire venir. Et ça, c'est la fleur qui fait le travail de pollinisation. On dit d'ailleurs que les hortensias sont des plantes de petite vertu, parce qu'ils prennent n'importe quel insecte. Il faut quand même qu'on sache pourquoi les hortensias ils ont des couleurs bien particulières. Parce que on hésite entre les hortensias bleues et les hortensias roses. Ah oui. On sait qu'on a plutôt les bleus en Bretagne, les roses en Normandie. C'est quoi l'explication? Bah là, vous êtes loin du compte, vous avez un exemple. Ni rose ni bleu. Vous avez du violet, vous avez du grenat, vous avez du rouge. Et beaucoup de visiteurs ici demandent mais comment vous faites pour avoir toutes ces couleurs l'une à côté de l'autre? Au même endroit. On serait en Bretagne, ça serait surtout du bleu et puis par ici plutôt du rose. Mais en fait, c'est une exception. Ici, il y a un pH, c'est-à-dire taux d'acidité qui est voisin du nôtre. Le nôtre c'est 7 et nous sommes à 6,8. Alors ceux qui bleuissent facilement sont bleus. Ouais. Ceux au contraire qui ne veulent pas bleuir à moins de descendre à 5, restent des couleurs rouges, violets, rouges, etc. Ce qui fait qu'on a toutes les couleurs, ça surprend beaucoup les visiteurs. Et alors, l'autre point, c'est que les hortensias, ils aiment bien les expositions lumière mi-ombre. Et ce qui est fascinant, en tout cas, moi, ça me touche vraiment, c'est que vous avez planté des paulownias, les paulownias pour faire de l'ombre. Ouais. Et surtout parce que les paulownias, ils ont des racines qui sont extrêmement spongieuses et les hortensias en profitent pour capter l'eau des paulownias. Absolument. L'hortensia met ses racines dessus et s'alimente sur l'arbre. C'est un arbre qui va sauver la planète, c'est extraordinaire. Et là, en 4 ans, dès la 4e année, ça pousse très très vite, on avait de l'ombre. Et on n'a plus besoin d'arroser par là. Louis Bénèche est un paysagiste renommé. Il conçoit et réaménage des jardins dans le monde entier. Il a démarré sa carrière en Angleterre et le Bois des Moutiers est l'un de ses jardins favoris. Oui, c'est vraiment un jardin moi, qui me remue, qui me secoue. J'ai envie de rester paysagiste moi, quand je suis dans ce jardin. Oui, absolument. Ou ça donne envie d'être paysagiste si on ne l'est pas. C'est vrai. Absolument. Et ça a été votre cas la première fois que vous êtes venu ici ou pas? Oui, sans rien comprendre à ce que j'ai compris plus tard. Ouais. J'avais déjà vu des jardins où des histoires avaient été écrites sur une base philosophique, ici théosophique, enfin, avec des principes qu'on ne perçoit pas toujours, qu'il n'est pas forcément important de percevoir. Mais qui s'appliquent quand même dans le jardin. Mais qui sont appliqués ici directement. Ouais. Et on est dans la preuve la plus formelle, la plus formidable et de la pérennité de la pensée, avec la métamorphose inouïe qu'un jardin propose. Là, pour moi, c'est vraiment la perception parfaite du Bois des Moutiers. C'est vraiment cette image-là que je vais garder en mémoire, je crois. Oui, c'est des pentes. Ouais. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une poche de lumière qui a plusieurs générations d'arbres. Il y a ceux qui étaient là avant l'horticole, qui sont les chênes et les châtaigniers. Puis on a ajouté un groupe fort de cèdres. Ici, là? Oui, et qu'on voit de la maison aussi. Le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille qui part à l'assaut des cèdres, donc des parfums aussi. C'est un jardin où il y a plein de parfums. Et puis les petites touches de verre avec les fougères. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans un sous-bois, dans une clairière, mais que c'est clairement jardiné, quoi. C'est entretenu. C'est entretenu et jardiné. Et ça a été composé. C'est grandiose, c'est pictural, mais c'est jamais intimidant, en fait, le Bois des Moutiers. Non, c'est jamais intimidant. Ça n'a pas volonté à l'être. Il y a une échelle qui fait qu'on n'est pas dans de la modestie, mais on est dans du rêve, de l'introspection, de la douceur, de la promenade, du temps du regard. Et on est à l'opposé du jardin de pouvoir, à l'opposé du jardin dominé. On est dans le jardin plaisir, on est dans le jardin de douceur et de rêve.